En ce moment, si vous allumez n'importe quelle chaîne d'information financière, si vous ouvrez n'importe quelle application d'investissement, ou si vous faites défiler n'importe quel commentaire de marché, vous allez voir la même chose. Du rouge, de la peur, des avertissements, les prix du pétrole qui s'envolent, l'inflation qui revient dans la conversation, des prédictions de récession d'analystes qui semblent chaque jour plus certains qu'une catastrophe approche. Et voici ce que je dois vous faire comprendre avant d'aller plus loin. Ce sentiment que vous ressentez en ce moment, ce sentiment d'inconfort, d'inquiétude, peut-être même de légère panique quand vous regardez votre portefeuille ou que vous lisez ces titres. Ce sentiment n'est pas un signal d'alarme vous disant de fuir. Ce sentiment est, historiquement, de manière prouvée et cohérente, l'un des signaux les plus fiables qu'une opportunité massive de création de richesse est soit déjà là, soit juste au coin de la rue. J'ai passé des années à étudier les cycles de marché. J'ai analysé les données sur des décennies entières, et ce que je vois en ce moment, cette combinaison spécifique de peur, d'incertitude, de bruit macroéconomique et de transformation structurelle profonde, ressemble presque parfaitement à deux autres moments de l'histoire financière moderne. Deux moments où les investisseurs qui ont gardé la tête froide, pendant que tout le monde paniquait, sont allés construire le genre de richesse qui a changé la trajectoire de leur famille pour des générations entières. Je vais vous montrer exactement quels étaient ces moments. Je vais vous montrer pourquoi ce schéma se répète en ce moment même. Je vais vous montrer la stratégie qui transforme cette volatilité en avantage plutôt qu'en menace. Et ensuite, je vais vous montrer où se cache le vrai argent dans ce marché. Pas dans les endroits évidents, pas là où la foule regarde déjà, mais une couche en dessous, dans un coin de l'économie si critique et si sous-estimé que la majorité des investisseurs particuliers vont passer à côté complètement. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière partie de cette vidéo, ce que j'appelle l'opportunité des pelles et des pioches, c'est la partie dont les gestionnaires de fonds professionnels parlent discrètement entre eux pendant que le grand public panique. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications, parce que c'est exactement le genre d'analyse que nous faisons ici, chaque semaine. Commençons par ce qui se passe réellement. Parce que je ne veux pas balayer les inquiétudes d'un revers de main. Elles sont réelles. Le pétrole qui monte, ça compte vraiment. Quand les prix du pétrole grimpent fortement, le coût de tout augmente avec eux. Le transport, la fabrication, la nourriture, les factures d'énergie, ça alimente l'inflation. Et quand l'inflation monte, la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt. Et quand les taux d'intérêt augmentent, emprunter devient coûteux. Pour les entreprises, pour les consommateurs, pour toute l'économie. La croissance ralentit. Et les gens commencent à murmurer le même mot qu'ils murmurent toujours dans des moments comme celui-ci. La stagflation. Inflation élevée, croissance stagnante, chômage élevé, le scénario cauchemardesque, le fantôme des années 1970. Voici ce que vous devez absolument comprendre. La vraie stagflation est l'un des événements macroéconomiques les plus rares de l'histoire moderne. Pas parce qu'elle ne peut pas arriver, elle peut, mais parce que les conditions nécessaires pour la maintenir sont extrêmement spécifiques. Et ces conditions n'existent pas aujourd'hui. Dans les années 1966, la Réserve fédérale était lente, bureaucratique, réactive de la pire façon possible. Ils voyaient l'inflation arriver et ils restaient avec les bras croisés. Le temps qu'ils agissent, les dégâts étaient déjà bien installés. Il a fallu que Paul Volcker monte les taux d'intérêt à près de 20% pour tuer ce cycle inflationniste. Et ça a provoqué une récession brutale dans le processus. Cette Réserve fédérale n'existe plus. La Fed d'aujourd'hui est rapide, pilotée par les données, et franchement obsédée par l'idée d'éviter une répétition de cette époque. Elle dispose de tous les outils, de toutes les incitations et de toutes les leçons historiques nécessaires pour réagir rapidement. Entre 2022 et 2024, elle a exécuté le cycle de hausse des taux le plus agressif depuis 40 ans spécifiquement pour éviter un résultat à la style des années 1970. Donc, quand vous entendez le mot stagflation dans les médias, voici la traduction. Des journalistes utilisent un mot effrayant pour décrire des conditions inconfortables mais gérables. L'inconfort n'est pas la même chose que le danger. Et en investissement, l'inconfort est presque toujours une opportunité. Maintenant, je veux vous montrer le schéma historique. Les deux moments qui prouvent que ce que je m'apprête à vous dire n'est pas de la théorie, c'est de la reconnaissance de schémas appuyés par des données concrètes. Premier moment, les années 2002 et 2003. La bulle Internet venait d'éclater. Le Nasdaq avait perdu près de 80% de sa valeur. Des milliers de milliards de dollars de richesse s'étaient évaporés. Puis, le 11 septembre est arrivé. Puis, Enron s'est effondré. Puis, WorldCom. Les titres des journaux étaient apocalyptiques. Le sentiment général était que la bourse était cassée, que la technologie était morte, que nous avions été des fous d'y croire. Ce qui s'est passé ensuite. Le S&P 500 s'est lancé dans l'un des plus grands marchés haussiers de son histoire. De 2003 à 2007, il a gagné plus de 100%.
Les investisseurs qui ont gardé leur sang-froid, ou mieux encore, qui ont doublé la mise au fond, ont réalisé des rendements de génération. Deuxième moment, l'année 2009. La crise financière mondiale. Des banques qui s'effondrent, le marché immobilier en chute libre, le chômage qui dépasse les 10%, Bear Stearns disparu, Lehman Brothers disparu, le gouvernement américain qui rend flou tout le système financier. Les titres n'étaient pas seulement effrayants, ils étaient existentiels. Le sentiment général était que le capitalisme était cassé, que le système était fini, que cette fois c'était différent. Ce qui s'est passé, le S&P 500 a atteint son plancher en mars 2009 et a ensuite livré l'un des plus longs marchés haussiers de l'histoire. Sur la décennie suivante, il a gagné plus de 400%. Les investisseurs qui ont acheté quand tout le monde fuyait vers la sortie, ils ne se sont pas seulement remis, ils ont construit de la richesse. Voyez-vous le schéma? Les moments de peur maximale, les moments qui semblent les plus dangereux, les plus incertains, les plus différents, sont de manière cohérente et historique les premières étapes du prochain grand cycle de création de richesse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une fonction du fonctionnement des marchés. Quand le sentiment est terrible, les prix sont bas. Quand les prix sont bas, les rendements futurs sont élevés. Ce n'est pas compliqué. C'est juste profondément inconfortable d'agir en conséquence. Si ce type d'analyse de schéma vous apporte de la valeur, abonnez-vous maintenant. C'est exactement ce que nous faisons ici, couper à travers le bruit et trouver le signal. Bien. Vous comprenez l'environnement macro, vous comprenez le schéma historique. Parlons maintenant de ce qu'il faut faire concrètement avec cette information. Parce que comprendre le schéma intellectuellement et agir dessus émotionnellement sont deux choses complètement différentes. Regardez votre portefeuille baisser de 10%, 15%, 20%, ce n'est pas juste un chiffre sur un écran. Ça fait l'effet de perdre, ça fait l'effet d'échouer. Votre cerveau vous crie d'arrêter l'hémorragie. Le conseil standard, c'est la moyenne d'achat périodique, ce qu'on appelle en anglais le Dollar Cost Averaging ou DCA. Vous investissez un montant fixe, un calendrier fixe, disons 500 € chaque mois. Peu importe ce que fait le marché. C'est une bonne stratégie, historiquement efficace. Elle supprime l'émotion de l'équation. Mais je veux vous présenter quelque chose de plus puissant. J'appelle ça le Double Down DCA, la double mise sur la moyenne d'achat. Le concept est simple. Vous maintenez votre calendrier d'investissement régulier, mais quand le marché baisse significativement, spécifiquement autour des corrections de 10%, vous augmentez votre allocation. Vous ne paniquez pas et vendez. Vous n'êtes pas paralysé. Vous accélérez. Pourquoi 10%? Parce que les corrections de 10% sont, historiquement parlant, extrêmement communes. Elles se produisent environ une fois par an en moyenne. Elles semblent catastrophiques quand vous êtes dedans. Mais dans l'arc long de l'histoire des marchés, elles sont complètement normales. C'est de la volatilité, pas un effondrement. Voici les mathématiques qui rendent cela puissant. Imaginez que vous investissez normalement 500 € par mois. Le marché baisse de 10%. Au lieu de 500 €, vous investissez 1000 € ce mois-là, ou plein 100. Vous achetez plus d'actions à un prix plus bas. Quand le marché se redresse, et historiquement il l'a toujours fait, ces actions supplémentaires que vous avez achetées avec la remise livrent des rendements surdimensionnés. Vous transformez littéralement la peur en carburant. La barrière psychologique est réelle. Quand tout semble s'effondrer, l'instinct est de préserver le capital, de se cacher dans du cash, d'attendre la clarté. Mais voici la vérité brutale sur le cash. Le cash a un ennemi caché, l'inflation. Chaque année où votre argent reste dans un compte d'épargne, pendant que l'inflation ronge son pouvoir d'achat, vous perdez lentement et silencieusement. Sur 5, 10, 20 ans, la destruction du pouvoir d'achat due à rester en cash n'est pas théorique. Elle est dévastatrice et presque complètement invisible. Rester en cash ne ressemble pas à une décision. Ça ressemble à ne rien faire.